Bonjour madame, bonjour messieurs, vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur de Diaspora. L'entretien culturel d'aujourd'hui, je reçois Hugues Serge Limvani, initiateur du festival Maloba et également directeur du CEFRAD. Avec lui, nous allons parler donc de ce festival dont la première édition se déroulera à Brazzaville du 22 au 28 avril prochain et bien entendu de la situation du bâtiment du Centre de formation et de recherche en art dramatique de Brazzaville. Bonjour Hugues. Bonjour. L'année commence. Vous êtes depuis quelques semaines quelques mois, le directeur du CEFRAD. On va en parler dans l'entretien un peu plus tard. Mais ce qui nous intéresse en premier, c'est le festival Maloba, dont la première édition est prévue pour Brazzaville. Et à pratiquement 1 mois, 2 mois, comment se préparent les choses de ce côté? Bon, comme vous le savez, Brazzaville pendant longtemps, a été un peu mis à l'écart des activités culturelles internationales. Et nous avons voulu justement redorer le blason culturel de Brazzaville, du Congo, d'une manière globale, en créant cet événement qui normalement devrait avoir lieu en 2015. Malheureusement, des événements politiques ont fait qu'on n'a pas pu réaliser ce projet. Et 2016 étant l'année électorale, donc il était très difficile de programmer un événement culturel de grande envergure. Et donc nous avons estimé, 2017 étant l'année du FESPAM, et comme notre festival Maloba, qui veut dire la parole dans la langue, c'est un événement biennal, donc tous les 2 ans, dans les années paires. Et le FESPAM, les années impaires. Donc l'objectif de ce festival, c'est de créer un événement culturel de haut niveau, amener les meilleurs circassiens, les meilleurs théâtreux et les meilleurs danseurs chez nous au Congo. Et donc les préparatifs vont bon train, mais comme le pays connaît une grave crise économique, et ce n'est pas évident de trouver des financements de l'État, et même des privés, parce que tout le monde vous dira que d'une façon ou d'une autre, il y a la crise, voilà, il y a la crise, donc nous n'avons pas les moyens. Alors, mais c'est pas parce qu'il y a la crise qu'on doit tuer la culture. La culture doit exister parce que tout le monde a besoin de la culture. Et pour cette première édition, le thème est les influences des cultures africaines en Amérique du Sud. Comment s'est fait le choix de ce thème? Alors, vous savez, depuis un certain temps, quelques années, je tourne beaucoup en Amérique du Sud. Et j'ai constaté une forte présence de des cultures africaines dans ces pays. Alors que nous n'avons pas de relations diplomatiques, ni même de ligne directe. Mais pourtant, il y a l'ambassade de Colombie ou de Cuba à Brazzaville. Non, on a l'ambassade de Cuba, c'était pour des raisons politiques. Il y a très longtemps que le Congo et Cuba entretiennent des relations politiques qui étaient liées aussi au fait que nous avons une même idéologie politique. Voilà. Et sinon, bon, on a le Venezuela qui est arrivé il y a quelques années, et le Brésil. Mais c'est les seuls qu'il y a. Or, l'Amérique latine, nous avons la Colombie, nous avons le Chili, nous avons l'Argentine, nous avons le Pérou. Voilà, le Pérou, la Bolivie, le Panama et puis l'Amérique du Centre. Mais en fait, l'idée, c'est de créer ce pont culturel entre ces 2 continents. Et lorsque vous voyez dans la carte du monde, on constatera que ces 2 continents sont très très proches. Et on a même l'impression que les cartes se ressemblent un petit peu. Se ressemblent un peu et que on peut coller. On a l'impression que c'était le même continent qui s'est cassé. Voyez. Et c'est pas si loin que ça, en vol direct. Mais nous sommes obligés de passer par l'Europe pour aller en Amérique du Sud. Donc l'idée de ce festival, c'est de montrer aux gens que l'Afrique et l'Amérique latine peuvent avoir des relations directes. Et ces 2 continents ont une histoire commune. C'est des continents qui ont été colonisés. Donc, ça crée des liens. Et une partie du peuple africain a été déportée là-bas. Forcément, en allant là-bas, ils ont apporté les cultures africaines. Et l'objectif de ce festival, c'est de montrer au Congo, à l'Afrique en général, les liens culturels que nous avons avec l'Amérique du Sud. Et peut-être que ces liens pourront entraîner des liens politiques.
Et donc, Hugues Serge, au cours de cette première édition, quelle délégation d'Amérique latine seront présentes à Brazzaville? Bon, à ce jour, il y a quelques pays qui ont confirmé, notamment le Brésil, la Colombie, l'Argentine, le Chili. Et nous attendons l'Équateur. Bon, le grand souci qu'on a, c'est que, vous savez, c'est tellement compliqué de venir, de partir de l'Amérique du Sud pour venir en Afrique, et ce qui fait que les coûts de transport sont très très élevés. Alors c'est ça qui de temps en temps pose quelques soucis avec les groupes qui s'étaient engagés au début et qu'au dernier moment ils n'ont pas eu le soutien nécessaire pour les transports. Pour l'instant on a 4 pays qui ont donné leur accord de principe, pas de principe mais qui ont confirmé. Mais en dehors de l'Amérique du Sud, il y a aussi d'autres pays, d'autres continents bien sûr. Nous avons l'Égypte qui a confirmé, qui va nous envoyer ses circassiens. Nous attendons la confirmation de l'Éthiopie et quelques pays africains. Le grand problème des pays africains, c'est que les gouvernements ne soutiennent pas la culture. Donc, pour les frais de transport, c'est souvent très, très compliqué. Mais comme les gouvernements ne soutiennent pas la culture, ça veut dire que vous n'êtes pas soutenu par le gouvernement congolais? Non, je ne dirais pas ça, parce que nous avons fait nos demandes au gouvernement congolais. Donc, ils nous ont promis qu'au moment opportun, ils vont réagir. Donc, nous attendons. On s'en inquiète, bien sûr, puisqu'on s'approche du jour J et que pour l'instant, vous savez qu'il y a des tensions financières au pays liées à la crise. Donc, j'ose espérer qu'à un moment ou à un autre, le gouvernement va réagir positivement. Et sur le plan local, est-ce qu'il y a déjà les artistes congolais qui vont participer? Oui, bien sont sûr. Déjà connus? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, on a un grand problème au Congo. Ça fait plus d'1 an que j'avais mis l'annonce. Les gens n'ont pas réagi. Et quand ils ont vu les affiches sur Internet, alors ils ont commencé à bouger. Voilà, c'est toujours au dernier moment que c'est dû à quoi? Est-ce que c'est un manque de confiance en se disant que peut-être il y a ça, il y a un manque de confiance. Le projet de Serge, voilà, il ne va pas aboutir. Peut-être que, est-ce qu'il aura les moyens? Est-ce que Et vous savez, on a un grand problème au Congo. On ne se fait pas confiance. On ne croit pas à ce que font nos compatriotes. Et si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait, il allait avoir un véritable engouement. Engouement, et même auprès des autorités. Vous voyez, on n'est jamais, comme dit le proverbe, prophète chez soi. Mais j'y crois, on va le faire, on va le faire. Quoi qu'il arrive, on a des problèmes techniques parce qu'on n'a pas de matériel. On n'a pas d'infrastructure, puisqu'on aborderait le problème du CEFRAD bientôt. On n'a pas d'infrastructure. Et moi, personnellement, je ne vous cache pas ma douleur d'aller négocier avec l'Institut français, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, parce que c'est la seule salle potable, potable pour faire des spectacles de qualité, pour faire venir des spectacles d'ailleurs qui sont habitués à être vus dans des conditions techniques et professionnelles. Vous avez dit Maloba, c'est la parole, les paroles. Pourquoi ce nom-là? Comment vous est venue cette idée de dénommer le festival Maloba? Maloba, la parole, parce que le théâtre, ce sont les mots. La danse, on parle avec le corps. Donc c'est le discours du corps. Le cirque, on parle avec le jeu, avec du jonglage, avec plein de choses. Même avec le silence. Même avec le silence. Mais parfois le silence est plus bavard que les mots. Voyez. Donc Maloba, c'était montrer comment les artistes interprètent le monde actuel. Le monde qui est en train on parle souvent de l'uniformisation. Alors, la culture est là pour dire que non, on ne peut pas tous être pareils, nous sommes différents, gardons nos différences. C'est justement l'addition de ces différences qui feront que le monde pourra évoluer dans le bon sens du terme. Merci Hugues Serge. Et parlons d'évolution, mais on va parler de votre deuxième casquette, puisque outre la casquette d'initiateur du festival Maloba, le festival international de théâtre, danse et cirque du Congo, vous êtes également le directeur depuis décembre dernier du Centre de formation et de recherche en art dramatique, le CEFRAD. Et il y a quelques jours, les photos ont circulé où on voit le bâtiment abritant ce centre s'effondrer dans un ravin. Vous avez vu les photos. En tant que directeur, ça vous a fait quoi? Non, mais
il y a deux choses. Pas seulement en tant que directeur, en tant que Congolais d'abord, en tant que Congolais, parce que le CEFRAD, c'est le lieu où j'ai commencé le théâtre en 79-80. Et beaucoup j'ai beaucoup joué là-bas. Et c'était même le lieu où ma troupe artistique Ngunga répétait tous les dimanches. Donc, évidemment, pour moi, c'est une part de moi-même qui s'écroule, qui s'en va, qui meurt. Maintenant, en tant que directeur, ben évidemment, je ne peux qu'avoir les larmes aux yeux parce que c'était le seul endroit appartenant aux Congolais où le Théâtre National, il faut signaler que le CEFRAD abrite le Théâtre National et le Ballet National. C'est le lieu où ils répétaient. Donc, ils n'ont plus d'endroit pour répéter. Bon, j'avais, avant de quitter Brazzaville, pris une note de service délocalisant les répétitions du CEFRAD, c'est-à-dire du Théâtre National, du Ballet National au centre. Parce que vous pressentiez le... Bien sûr, bien sûr. L'issue inéluctable. Bien sûr, bien sûr. En partant, je savais que la prochaine pluie allait emporter le bâtiment. Donc les dispositions étaient prises. Mais bon, on espère que cet effondrement va attirer l'attention. Et que le CEFRAD, tel le phénix, va renaître. Voilà, va renaître de ses cendres. Mais c'est vrai qu'on n'aura plus le même CEFRAD, on n'aura plus le même bâtiment. Même si on reconstruit, pour les raisons historiques, je pense que la devanture pourrait être gardée pour qu'on sache que le CEFRAD était là. Au-delà du fait que le bâtiment soit effondré, que le CEFRAD n'ait plus de bâtiment, c'est le côté historique, le côté patrimoine que beaucoup de gens, beaucoup de Congolais regrettent, puisque le bâtiment, le signal, a abrité la fameuse conférence de Brazzaville en 1944 avec le général de Gaulle. Donc c'est une partie du patrimoine congolais qui est perdue. Oui, mais c'est pas seulement congolais, aussi le patrimoine français. Parce que l'ambassade de France est venue plusieurs fois regarder les lieux. Ils étaient en négociation justement avec le ministre de la Culture pour voir comment réagir. Mais hélas, le temps qu'on prend pour négocier a été écourté par la nature. Dame Nature a repris. Mais vous avez eu la présence d'esprit de prendre une note afin de localiser les répétitions du Théâtre National et du Ballet National. Mais dans la préservation du bâtiment, quelle démarche vous avez entreprise? Est-ce que vous avez, si le bâtiment s'est retrouvé dans cet état, ça veut dire que vous n'avez pas été écouté d'une certaine façon? Non, je ne dirais pas que je n'ai pas été écouté. Les fiches ont été envoyées à qui de droit. Et donc, vous savez, c'est une administration. L'administration a sa lenteur, vous voyez, à sa vitesse d'exécution par rapport à l'action même qu'il fallait mener. Bon, le problème, c'est que les autorités étaient au courant. Ils étaient en train de réfléchir par rapport à la solution apportée. Mais hélas, le fonctionnement de l'administration l'administration a été prise de vitesse par la nature, par les pluies, parce que nous sommes en saison de pluie, donc ça a accéléré la destruction du bâtiment, le temps que l'État réagisse. Mais je suis sûr et certain qu'ils étaient déjà en train d'y réfléchir, puisque les fiches ont été envoyées au ministre de la Culture, qui a envoyé au Premier ministre, qui certainement a envoyé au haut sommet. Donc vous voyez, tout ce trajet administratif, ça prend du temps. Je pense que les autorités étaient en train d'y réfléchir, mais ils ont été pris de court par la nature. Oui, mais vous avez dit plus tôt, en parlant du festival Maloba, que ça vous gênait un tout petit peu de demander à la France la salle de l'Institut français. Et ça vous fait quoi que le gouvernement français soit congolais, soit quelque part obligé de demander l'aide de la France pour ce bâtiment? Bon, parce que ce bâtiment, en fait, quand on voit bien, il appartenait aussi bien à la France qu'au Congo. Nous l'avons hérité après la colonisation. C'était le bâtiment de le théâtre de l'Alliance française. Donc il devenait de facto congolais. Mais la France a toujours un regard dessus, puisque pour des raisons historiques, comme on l'a dit, c'est là que De Gaulle a décidé que Brazzaville soit la capitale de la France libre.
Donc ça veut dire que ce fameux discours de 1944 fait partie aussi de l'histoire de la France. Oui. Donc c'est un bâtiment autant que la France était sous occupation ce temps. Voilà, qui est aussi important pour la France que pour nous. Donc c'est tout à fait normal que ce pays soit intéressé par le sort réservé à ce bâtiment. Il y a un autre sort qui est également engagé, c'est le sort des archives, puisque le bâtiment a abrité également les archives du Congo. Oui, bon, c'est vrai que le CEFRAD n'avait pas vocation à abriter les archives. C'est par manque de bâtiment de la direction des archives qu'on a utilisé le bâtiment de CEFRAD. Mais sinon, le CEFRAD n'est pas le bâtiment adapté pour garder les archives, parce que les archives nécessitent un peu des conditions particulières. Hein. Et bon, c'est vrai que là, il y a eu double malheur. Hein. Les archives sont maintenant à la merci de la nature. Bon, là toute personne malveillante. Pour l'instant, les archives ont été délocalisées dès que l'arrière du bâtiment a commencé à s'effondrer. Ils l'ont amené un peu vers le bâtiment de l'avant, là où se trouve mon bureau. Et évidemment, c'est pas placé dans des conditions optimales hein, pour les archives. Mais c'était, je crois, qu'une solution, comme disent les Ivoiriens, en attendant. Hugues Serge Limvani, vous avez été nommé en décembre 2017. Non, avant. J'étais nommé vous avez par pris le le ministre Motom au mois d'avril, au mois de mai 2016. Et le ministre Dieudonné Moyongo a confirmé. Bien sûr. Et vous avez pris votre poste en décembre? Non, j'ai commencé en fait à travailler depuis le mois de juillet. Juillet 2017. Vous savez, la culture, ce passe seulement dans le bureau que ça se passe. Vous voyez? Et comme moi, je suis dans le domaine depuis plusieurs années, donc j'ai des contacts. Dès que j'ai été nommé, après, il fallait faire la passation de service, mais entre-temps, la personne avec qui j'allais faire la passation de service n'étant pas disponible, mais j'avais commencé déjà à travailler, à prendre des contacts en France, un peu par-ci par-là, pour leur signaler que j'étais devenu le nouveau directeur du Théâtre National et du Ballet National, et que nous allons travailler ensemble. On avait commencé déjà à initier des projets, en attendant que les choses se régularisent. Bon, après, on a fait la passation des services. Et quel est le rôle du directeur du Théâtre National, du Ballet National? Quelles sont ses missions? Sa première mission. Vous êtes metteur en scène, comédien. Voilà, c'est d'abord... en fait, moi, j'ai été nommé là pour restructurer le secteur, le secteur culturel, et surtout le théâtre et le ballet national. Parce que il faut dire que les artistes du ballet national, certains ont été des fonctionnaires, et d'autres n'ont pas de statut, puisque le statut d'artiste n'existe pas dans notre pays. Donc, on me demande de réfléchir comment redynamiser le théâtre et le ballet national. Comment redonner une autre vie, une autre force, et surtout, comment on va intégrer le secteur culturel dans le fonctionnement de l'économie nationale. Comment le secteur culturel pourrait apporter aussi sa contribution, de la valeur ajoutée dans le PIB. Voilà, donc c'est une mission assez exaltante, qui est très compliquée, mais exaltante, parce que moi, c'est avec grand plaisir. Hein, au début, j'ai hésité, mais tout le monde m'a dit, mais c'est ta passion, pourquoi hésiter? Tu étais l'homme qu'il fallait à cet endroit, il faut y aller. Mais on peut faire un petit bilan depuis votre prise en fonction? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a des textes qui sont en train d'être mis en place. Vous êtes satisfait? Pour l'instant, je suis dans l'observation. Vous savez, quand on arrive quelque part, il faut regarder comment ça fonctionne, quels sont les problèmes pour pouvoir apporter une thérapie. Il fallait faire le diagnostic. Et quels sont les problèmes que vous avez diagnostiqués? Le premier problème, c'est d'abord la structure Théâtre National qui n'a pas de statut juridique. Le CEFRAD n'a pas de texte qui le régit. C'est comme ça, ça n'a jamais eu de texte. Le CEFRAD existe, le Théâtre National existe, mais il n'y a pas de texte juridique qui le régit. Parce que le CEFRAD est une direction rattachée à la Direction générale des arts et des lettres du ministère de la Culture et des Arts. Mais finalement, on va de
de découverte en découverte, parce que dernièrement, avec Hugues Gervais Andaï, qui est commissaire du FESPA, il nous avait sorti également la même chose, qu'il n'y avait pas de cadre juridique, il n'y avait pas de statut juridique de ce festival. Et là, vous venez également, donc c'est un fonctionnement qui est congolais. Oui, c'est un fonctionnement congolais, c'est peut-être parce que comme la culture a toujours été négligée chez nous, donc les gens ont toujours pensé que bon, ça n'apporte rien. Donc on n'a pas pris le temps nécessaire pour structurer ce secteur. Mais je pense que la crise a fait aussi que, avec l'évolution des choses et aussi les contacts avec les autres pays, on se rend compte qu'il faut structurer ce secteur. Et c'est le travail qui est en train d'être fait maintenant. Ça a commencé par le ministre Motom, quand il était là, et ça se poursuit avec le ministre Moyongo. Et je pense qu'on a pris conscience qu'il faut structurer ce secteur. Il faut désormais lui donner une valeur. Une valeur parce que, imaginez-vous, lorsque je lis le Code général des impôts du Congo, on demande aux artistes, comme tout Congolais, de payer les impôts. Alors que le statut d'artiste n'existe pas. Et quand on prend le Code du travail du Congo, le statut d'artiste n'existe pas. Alors, quand le Code général des impôts dit il faut payer, mais ce type-là, quel est son statut? Il n'en a pas. Donc, il y a une sorte de dichotomie entre le Code général des impôts et le Code du travail. C'est le travail que nous sommes aujourd'hui en train de faire pour essayer d'harmoniser ces textes. Parce que le Code général des impôts, il faut le dire, souvent c'est la copie du Code français. Hein? C'est valable. On a juste enlevé France pour mettre Congo. Non, c'est valable pour toute la législation congolaise, que ce soit le Code c'est calqué sur le modèle français que nous avons hérité. Voilà. Maintenant, il s'agit d'harmoniser. On a hérité alors que la France est un pays très culturel, qui est très... Oui. Qui met beaucoup d'argent dans la culture. Dans la culture. Ben c'est parce on n'a pas copié ça. Vous savez, l'histoire du Congo, au plan culturel, je vous le dis, c'était autant. La culture à l'époque servait à la politique. Vous voyez, à chanter les louanges. Les artistes étaient des propagandistes. Voilà, exact. Donc, à cette époque, souvenez-vous, on avait mis les moyens. On avait l'orchestre national. Vous voyez, on avait le ballet national de la jeunesse. Donc, on avait mis les moyens parce que la culture devrait servir comme instrument de propagande de la politique, du parti. Voilà. C'est pour cela que les artistes congolais du théâtre national étaient des fonctionnaires de l'État. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, ben, tous ceux qui étaient fonctionnaires partent à la retraite. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors avec la nouvelle génération? Est-ce que continuer à les insérer à la fonction publique ou leur trouver... Non, justement, c'est la mission qui m'est confiée, c'est-à-dire il faut créer une nouvelle structure qui sera sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts. Sans être attaché à une direction quelconque. Non, ça sera, comment dirais-je, une structure à part sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts et qui aura une autonomie financière et de gestion. Et son directeur sera nommé par le Conseil des ministres sous proposition du ministre de la Culture. Et maintenant, c'est ce directeur qui étant le responsable, parce qu'il sera aussi nommé parce qu'il a un projet culturel. Et donc, ce qui veut dire, excusez-moi, ce qui veut dire que c'est lui le responsable. Et c'est lui qui doit embaucher les artistes. Les artistes seront désormais embauchés par contrat à durée terminée. Ce seront comme des sociétaires. C'est des sociétaires. Donc, ils seront là, selon, si c'est un contrat de 3 ans, c'est de 3 ans, ben, ils seront embauchés. Le metteur en scène qui est là, qui choisit les comédiens avec qui il va travailler. Voilà, par exemple, parce qu'il faut revenir au fait que c'est une structure, c'est une personne morale. Les individus vont passer, mais la personnalité morale va rester. Donc à ce moment-là, il faudrait avoir, comme avec la comédie française, comme avec le Royal Shakespeare Company, donc des textes déjà prévus sur lesquels les metteurs en scène, les comédiens doivent travailler. Mais il faut, la première chose de cette structure nationale serait d'abord la promotion des auteurs congolais. Hein, il faut qu'on crée aussi les pièces classiques. Comme Nganga Mayala ou la marmite de Kokambala doit être une pièce classique du répertoire congolais. Et avec ça,
ouvrir aussi aux auteurs d'ailleurs, comme à la Comédie Française. La Comédie Française, c'est d'abord dépendre le patrimoine français. Mais cela n'empêche pas. On fait venir les metteurs en scène d'ailleurs pour venir travailler avec les artistes congolais. Nous devrons arriver à ça. Ce n'est que comme ça. Une fois que les artistes deviennent des salariés intermittents, ça veut dire qu'ils vont avoir des salaires. Ils vont consommer. Mais là, il va se poser également un problème juridique. Il faut définir un cadre d'intermittence. En créant la structure, il y aura un texte juridique qui va régir. Mais la première chose que nous sommes en train de faire, c'est de créer le statut de l'artiste. Le texte, je pense qu'il est déjà en préparation. On en parle déjà. Je suis sûr et certain qu'avant la fin de l'année, le texte sur le statut de l'artiste et de l'entrepreneur du spectacle sera adopté à l'Assemblée. Ça, j'en suis sûr et certain. Je dirais même que je mets ma tête au feu, comme on dit. Non. Devant témoin. Non, mais je sais de quoi je parle. Okay. Il y a un travail qui est déjà et on aime votre enthousiasme et votre optimisme, Hugues Serge. Mais c'est la base. Oui, c'est la base. La première des choses qu'on doit faire, c'est de créer le statut. Vous voyez, une fois que vous créez le statut de l'artiste et de l'entrepreneur, ça veut dire que vous avez des gens et vous avez l'entrepreneur culturel, bien sûr, parce que l'entrepreneur existe déjà. L'entrepreneur culturel. À partir de là, il faut le dissocier de l'autre entrepreneur. On crée ce qu'on appelle un fonds d'aide à la culture. Donc, nous avons les artistes qui seront embauchés par des entrepreneurs et qui seront financés, eux, par un fonds qui existe. Mais ces gens-là... D'où viendra l'argent de ce fonds-là? Pour votre information, il existe la loi d'orientation culturelle du 26 juillet 2010 qui dit que le gouvernement doit réserver 0,01% du budget à la culture nationale. Mais pourquoi cela n'est pas effectif? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de texte d'application. Vous voyez, c'est comme le fonds routier. Le fonds routier existe. Ça fait plusieurs années quand même. Oui, mais je pense aussi, et je suis sûr et certain, que ce texte, cette année, sera adopté, puisqu'ils sont déjà écrits. Je ne veux pas aller loin dans les détails. Non, je sais les textes sont déjà écrits, c'est juste ce signé qui pose problème. J'ai travaillé comme consultant au ministère de la Culture, au temps du ministre Motom. Donc, c'est des textes que nous avons eu à travailler. Ils sont quasiment prêts. Et je pense que le ministre Moyongo aussi, il est dans cette dynamique. Il a donné des instructions très très fermes pour que ces textes soient remis pour qu'ils passent en conseil des ministres, pour que le chef de l'État signe. Je suis sûr et certain que d'ici la fin de l'année, ce texte d'application, il sera signé, ce décret d'application, il sera signé, parce que c'est ça qui va permettre qu'il y ait un fonds qui sera reconnu et qui va apparaître dans la loi de finances. Parce que le fonds routier, le fonds pour l'environnement apparaissent dans les comptes spéciaux au Trésor, dans la loi de finances, du budget de l'État. À partir de là, on peut commencer à agir parce que c'est un fonds qui va appartenir au ministère de la Culture. Maintenant, c'est au ministre de la Culture de savoir repartir en fonction de l'enveloppe qu'il va avoir. Qu'il va avoir en fonction des structures, en fonction de sa politique culturelle, des événements, de ce qu'il a envie. Culturelle du gouvernement, bien entendu. Voilà. Hugues Serge, on est pratiquement à la fin. 2018 s'annonce comment en tant que Hugues Serge Limvani, metteur en scène, comédien? Est-ce que, en dehors des casquettes de l'initiateur de Maloba, en dehors de la casquette de directeur du CEFRAD, vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène, comment? C'est d'abord ma fonction principale. Je suis d'abord metteur en scène comédien. Demain, on peut m'enlever au CEFRAD, mais je resterai toujours metteur en scène comédien. Le festival, c'est mon initiative et je n'ai pas l'intention de m'éterniser. Je veux faire 2 éditions et je prépare des gens qui vont prendre la relève. Parce que Maloba, c'est une personne morale. Donc moi, je n'ai rien à voir avec la personne de Limvani. Je voudrais que ça soit une personne morale et on va nommer des gens pour diriger le festival
Pas forcément moi. Moi, je fais mon édition. Après, si j'ai mal travaillé, ben, je dis, ben, puisqu'on a un conseil d'administration qui va me bouter dehors que monsieur Limbani, votre édition n'était pas correcte. C'était pas une réussite. C'était pas une réussite, mais on va mettre quelqu'un d'autre. Voilà, il faut qu'on arrive à ça. Mais en tant que metteur en scène, je prépare 2 spectacles. Un qui s'appelle Les Avares de Molière Diop, qui sera une combinaison de l'avare de Molière et de l'os de Morlam de Birago Diop. Parce que le thème est le même. L'un, c'est pour de l'argent, l'autre, c'est il ne veut pas partager son morceau de viande. Vous voyez? Montrer que l'Afrique a encore des problèmes de vente. Vous voyez? Au 21e siècle. Au 21e siècle. Et que, on disait toujours que s'il y en a pour un, il y en a pour tout le monde en Afrique. Mais c'est moins en moins. C'est de moins en moins évident. Ça veut dire que la monétarisation de l'économie, des économies africaines, a fait que dans les villes, ça devient de plus en plus compliqué. Maintenant, l'individu ne peut plus, quand tu viens chez lui, vous êtes à 10, vous nourrir. Non. Donc, on commence à faire extrêmement attention. Donc, c'est pour parler aussi de la nouvelle Afrique. Où les choses le deuxième spectacle? Le deuxième spectacle, c'est encore, ça serait un classique. Je vais adapter le Cid. Pourquoi le Cid? Le Corneille, parce que c'est de parler un peu de ce qu'on appelle... Non. C'est-à-dire que moi, quand j'aime les classiques, parce que ça me permet de parler aux gens d'aujourd'hui avec les mots d'hier. Et dans le Cid que nous connaissons, c'est l'histoire de Chimène et Don Rodrigue. Une histoire d'amour. Qui est un peu contrarié, parce que les deux pères ne s'entendent pas. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le personnage secondaire de l'infante. L'infante qui est très, très amoureuse de Rodrigue, mais qui ne peut pas accéder parce que Rodrigue ne fait pas partie de la même classe sociale. Vous voyez? C'est ce problème-là que Et Rodrigue n'a Dieu que pour... Non, oui, on a fait en sorte que ça soit ça. Hein? C'est-à-dire, dans le Cid, je vais parler du fait que ce n'est pas parce que tu es l'enfant d'un pauvre que tu ne peux pas à épouser l'enfant des riches. Et ça, on voit ça en Europe et peu partout. Les classes sociales ne se mélangent pas. Même en Afrique, les enfants de ministres sont entre eux. C'est ce que je dis. Donc, c'est un peu ça, montrer que la force de l'amour peut aller au-delà des classes sociales. Voilà. Et c'est pour ça que je m'intéresse. L'amour triomphe toujours. Je m'intéresse aux personnages secondaires. Et ce qu'on retient aussi, c'est à combattre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà. C'est la fameuse phrase. La fameuse phrase aussi, aux âmes bien nées. La valeur n'attend pas le nombre d'années. Merci Hugues Serge. Merci à vous également. Merci à Sir Makosso. Merci à Doris Kamounze. Non, juste te rappeler les dates du festival. Ok, le festival Maloba, c'est à Brazzaville du 22 au 28 avril prochain. Donc il y aura de la musique, du théâtre, de la danse et du cirque, des compagnies, des artistes venus d'Afrique et d'Amérique latine. Il faut signaler que ça sera la première fois qu'il y ait un festival de cirque au Congo. C'est la première fois. Il y a eu des festivals de danse, il y a eu des festivals de théâtre, mais la multidisciplinarité, c'est la première fois qu'il y ait vraiment du cirque au Congo. L'objectif, c'est aussi de susciter à nos jeunes des vocations. Les vocations. Puisqu'on a déjà des acrobates et des jongleurs. Voilà, exact. Merci Hugues Serge, merci à vous également, merci à Sir Makosso, merci à Doris Kamounze. On se retrouve pour une autre rencontre, toujours sur Ziana TV, la chaîne au cœur de Diaspora.